Voilà, de retour sur le plateau du Grand Soir. Mohamed Yamidi, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Julio Topeti, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes analyste politique également, juriste, gérant du cabinet, juriste et associé. Si tout va bien, Sophonie Jacques Kamboudé devrait nous rejoindre. Mais on va y aller. Dossier CBDH, je reste avec vous. Julio Tometi, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Alors, quelle peut être la suite en tout cas de ce cas devant un recours aux autres juridictions pour trancher le problème? Comment vous voyez la suite de ce dossier? Oui, fin octobre, le président Kako Chichi s'est vu, déchu de son poste de président, de son poste d'abord de qualité, qualité membre de la Commission des droits de l'homme et du président, pour des faits de manquement grave, si nous en tenons à ce qui a été relevé à l'issue d'une assemblée générale, d'accord, qui a été soutenue par, 8 votes en fait de censure. Et conformément au test en fait qui organise la CBDH, la chose reste possible. Sur la base d'un rapport d'enquête, les commissaires se sont réunis parce qu'il était prévu que à deux tiers, en fait, la chose reste faisable si tant est que des manquements graves sont constatés. Ceci n'exclut pas aussi d'autres natures de poursuites, de sorte que à l'issue en fait de cette assemblée générale et la décision qu'il a sanctionnée, l'ex-président Clément Karochichi s'est très vite porté devant la Cour constitutionnelle pour que la Cour déclare contraire à la Constitution l'acte qui a été posé par ses pairs. Les autres aussi, dans le même temps, après ce qu'ils ont fait, et qui, d'une certaine manière, a été suivi en fait de fait, parce qu'aujourd'hui, c'est la première vice-présidente en fait qui dirige l'institution. J'ai même suivi la semaine dernière une activité en fait de la Commission des droits de l'homme représentée par en fait la vice-présidente Madame j'oublie son nom, Sika, je ne sais pas trop. Donc ça veut dire que véritablement en fait M. Karochichi n'est plus en fait en activité en tant que président de Tukla. On espérait que au moins la Cour constitutionnelle se prononce, mais sur la base en fait des éléments qui lui ont été présentés, sur la base de la loi 2012 portant création de la CBDH et sur la base du règlement intérieur et des éléments en fait apportés au dossier, la Cour constitutionnelle a jugé qu'elle n'est pas compétente pour connaître en fait de ce dossier. Donc il y a lieu donc de saisir les tribunaux ordinaires ou le juge administratif pour en fait voir prospérer éventuellement les prétentions de M. Karochichi qui, au demeurant, les chances de s'en sortir restent assez bonnes. Parce que à côté de ça, les autres ont saisi en même temps, nous l'avons lu dans la presse, la créette, d'accord, par le biais de la brigade économique et financière, parce que en fait les faits qui lui sont reprochés, c'est abus de fonction et la question de passation de marché public. De marché public. Donc ça peut être, si on va dans le fond, ça peut être extrêmement grave. Donc on attend de voir la fin. Mais aujourd'hui, les autres voies qui restent en fait au président Karochichi, c'est d'explorer avec ses conseils les tribunaux ordinaires ou notamment le juge administratif. Donc voilà, la Cour constitutionnelle a dit ce qu'elle doit dire pour qu'elle peut se mettre en truc là, conformément naturellement, comme l'on dit tantôt, à la loi portant création de la Constitution des droits de l'homme et de son règlement intérieur. Donc attendons de voir si le président va pointer les autres voies de recours qui s'offrent encore à lui. Mais pendant ce temps, la commission
vous l'avez dit tantôt, quelqu'un a fait tout là. Nous attendons beaucoup de cette commission, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'avec ce créquet à l'interne, ce qui n'est pas de nature à polir en fait l'image de la CBDH, qui doit être comme on peut en matière de promotion des droits de l'homme, en matière de préservation des droits de l'homme, qui doit être à l'avant-garde. Et si les choses se passent, on se demande la mission réelle là, ça passe donc au second plan et bon, on peut le regretter. Monsieur, même, est-ce que vous êtes d'avis avec Julien Tometti? Ça va être difficile, même si la justice peut avoir son mot à dire, le juge administratif, ça va être difficile pour le président de retrouver son fauteuil, eu égard à ce que l'institution fonctionne quand même. Évidemment, pour moi, à partir du moment où la Cour constitutionnelle, qui est chargée de connaître de ce qui est relatif au test, et dans le pays s'est déclarée incompétente, ça veut dire que, bon, je ne suis pas juriste, mais du point de vue, est-ce que ce qui a été fait est conforme à la Constitution ou pas? Je pense que ce débat-là, quelque part, est vidé. Maintenant, le règlement intérieur, est-ce que ça a été suivi? Bon, qui dit loi, dit règlement intérieur, ça en fait partie, donc ça a été vidé. Il reste donc le fait de voir si les faits qu'on lui reproche, c'est-à-dire en termes dans l'exercice de sa fonction de président, avec, comment on appelle-t-on, les prérogatives qui étaient les siennes, c'est de voir est-ce que conformément au règlement intérieur, est-ce qu'il a eu à enfreindre à la loi ou pas. À partir de ce moment, là, on est dans un cas des tribunaux de droit commun. Hein, et donc, à partir de ce moment, à défaut, je pense que tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de trouver un bon avocat. Le plus simplement que possible, parce que c'est de voir est-ce que ce que vous avez fait, est-ce que vous étiez en mesure, est-ce que, de par vos prérogatives, est-ce que c'est comme ça que vous devez le faire. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il a enfreint au règlement. Et donc, il y a eu soit c'est abus, soit c'est de la mauvaise gestion. Donc, à partir de ce moment, le problème de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité ne se posant plus, le reste, c'est de voir ce qu'on lui reproche. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que ce n'est pas comme ça? Maintenant, bon, ça fait aussi partie des droits de l'homme, d'avoir la possibilité de se défendre. Donc, à partir de ce moment, et comme ça se passe au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme, il aura à tout le moins un droit à ça. Donc, le reste... Pour le moment, il est présumé innocent. On n'a qu'à attendre que les juges... Et il faut noter qu'il s'agit, en fait, en tenant compte, nous n'avons pas, il faut préciser, en fait, nous n'avons pas, je l'ai cherché aujourd'hui, sur les plateformes, en fait, de la Cour constitutionnelle. La décision n'est pas encore, en fait, disponible, mais il faudra la voir pour voir les arguments quels sont les arguments que pour la Cour a avancé pour, en fait, se déclarer incompétente. Mais déjà, on peut se dire, hein, est-ce qu'il s'agit d'un contrôle de conformité à la Constitution? Non, ce n'est pas un contrôle de constitutionnalité. En vérité, je pense que de la position de la Cour, c'est beaucoup plus un contrôle de légalité, d'accord, d'un acte qui a été commis. C'est-à-dire quoi? Est-ce que, en fait, les actes ont été conformes à la loi? Il ne s'agit pas, en fait, fondamentalement de la Constitution. Et de ce point de vue, on peut avoir quelques repères. C'est pourquoi je vais finir, en fait, en donnant une certaine orientation, si j'étais conseil du président Kapo Chichi. Parce qu'on peut lire, en fait... Vous pourriez envoyer la facture après. Non, dans la loi portant institution de la Commission béninoise des droits de l'homme, notamment à l'article 11, quelles sont, en fait, dans quelles conditions, en fait, on peut être amené à perdre, en fait, sa qualité de membre et de position. On peut lire, en fait, aisément que, pour paraphraser, le mandat de membre de commission prend fin dans les conditions ci-après. Défaillance constatée, voilà. Révocation sur proposition des 2/3 des membres pour manquement grave sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui. Donc, lorsque au moins 2/3 des membres estiment, d'accord, que vous avez commis des manquements graves sur la base de faits ou de rapports qui a été produit, en fait, réuni en assemblée générale, vous pouvez être démis
autant en fait de votre position en fait dans la commission que de votre titre de commissaire. Donc pour dire aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le président Clément n'est plus président, mais il n'est plus non plus membre de la commission béninoise des droits de l'homme. Et comme je disais tantôt aussi, moi j'étais son conseil parce que les autres ont dit avoir en fait servi la juridiction pénale en fait pour les faits qui lui sont reprochés. Moi je disais, c'est moi j'étais son conseil. En même temps qu'il se porte devant la Cour constitutionnelle ou bien devant en fait le juge administratif pour contrôle de légalité, il a même en même temps à commencer par préparer en fait sa défense une certaine, enfin en termes de préméditation par rapport à ce qui peut lui être reproché devant cette instance, parce qu'il y a une plainte formelle qui a été déposée et donc à coup sûr la brigade économique et financière va ouvrir une enquête. Donc pour lui en fait c'est quoi? Moi je m'en vais comparer les deux éléments en fait, la possibilité pour lui d'être retenu dans les liens d'une infraction que, en fait, de sauvegarder, de la recherche de sauvegarde de son titre de commissaire et de son statut de président de la commission à lui de voir très tôt, ou bien en même temps de commencer, en fait, par se préparer, d'accord, aussi bien par rapport à ce qu'il défend aujourd'hui ou par rapport à ce que les autres peuvent lui reprocher. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, il faut dire, en fait, ce n'est pas, en fait, là, ce ne serait pas la meilleure voie pour le président. Ce qu'on peut espérer, en fait, c'est que nous, en tant que citoyens, que ces faits ne soient jamais avérés. Parce que ça s'avère, ce n'est pas bien. D'accord. Maintenant, si les faits restent les faits, il faut que véritablement celui qui en est coupable puisse y répondre. Parce que, en fait, quand vous voyez la philosophie, en fait, dans laquelle, en fait, la Commission béninoise des droits de l'homme a été conçue, en fait, ce sont des personnes, ça doit être des personnes, quand on voit la sélection, les catégories de personnes, ça doit être des gens, en fait, pour lesquels on ne peut jamais être en train d'entendre, en fait, ce genre de choses. Pourquoi je me dis, en fait, je veux bien croire que ce n'est pas vrai, que ce n'est que des intrigues pour l'image de la Commission béninoise des droits de l'homme. Je veux croire que ce n'est que, en fait, peut-être des intrigues, je ne sais pas, en fait, de quelques intérêts que ce soit, d'accord. Encore que là, encore, ça pose problème parce que ça fait une question, ça jette quelque peu de discrédit sur l'institution et de ses membres si des complots pourraient se formater à l'intérieur. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est l'image de la Commission béninoise des droits de l'homme qui vient d'être écorchée. Parce que une commission qui, normalement, d'accord, est à l'avant-garde, d'accord, pour, en fait, les questions de promotion et de préservation des droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme, les droits de l'homme sont énormes, ils sont partout, en fait, au quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, que cette commission se trouve, en fait, dans cette position aujourd'hui, c'est véritablement à craindre. Ça donnera quelque peu, en fait, de poids ou bien du crédit à ceux qui avaient, de cette manière, contester même pour dire est-ce qu'on en avait besoin, est-ce que ce n'était pas simplement une décision budgétaire. Et dernièrement, parce que la Commission béninoise des droits de l'homme, son dernier rapport avait conduit le rapport, ça a créé en fait un certain nombre de tollés par rapport au contenu du rapport. Parce que vous savez, c'est toujours à la décharge, notamment si on peut le dire, c'est vrai, c'est dans tous les aspects, mais c'est beaucoup plus à la décharge de l'exécutif, en fait, dans la protection et la préservation des droits de l'homme. Beaucoup de choses ont été reprochées. Et donc, que des donneurs de leçons, d'accord, que les donneurs de leçons en termes de préservation des droits de l'homme. Non, c'est comme ça, non, c'est pas un griffe, c'est ça, en fait. Le rôle, en fait, c'est ça. C'est de veiller à la préservation et la protection, en fait, des droits de l'homme. Et que lorsque ça ne va pas sur la base des rapports, on peut dénoncer, on peut attirer la lumière sur tel fait ou tel fait pour voir, en fait, les acteurs changer d'attitude en faveur, notamment, des droits humains. Et donc, qu'on en vienne là, et à côté, on va se demander, dans le lot, en fait, des attributions, ou bien de la mission qui lui est conférée, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Est-ce que cette institution pourra avoir la concentration nécessaire pour véritablement faire le travail pour lequel il a été institué? Ça reste des points d'interrogation. Oui, justement, ce qui me permet de vous demander que reste-t-il de leur crédibilité? Bon, moi je ne saurais exactement répondre à la question parce qu'en réalité ce sont des commissaires et quand on a choisi les commissaires, on n'est pas allé voir dans leur ADN pour voir comment ils se sont comportés depuis le... Non, mais il y a des enquêtes de moralité. Enquêtes de moralité, oui, d'accord, mais ça ne retrace jamais tout. Parce que si c'était le cas, il y a des gens qui ne seront jamais à des postes
enfin, des postes de... Vous dites que ça se fait, c'est quoi? Ça a été fait avec complaisance? Je ne sais pas ce que j'essaie de dire. Ce que je suis en train de dire, tout simplement, c'est que le fait d'espérer ou de ne pas espérer ce que je lui suis en train de dire là, ça ne fait pas partie des droits de l'homme. Et donc, à partir de ce moment, pour moi, il est question de voir ce qu'on reproche là par rapport, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une violation des tests, parce que il doit quand même avoir des procédures au niveau d'une direction, comment on passe les marchés, est-ce que ça a été respecté, est-ce qu'il y a une si grande latitude au président pour lui permettre de faire les choses comme bon lui semblerait, parce que là, si c'est le cas aussi, ça veut dire qu'au niveau, il faut aussi aller revoir des choses au niveau du fonctionnement de la structure. Bon, et c'est peut-être l'occasion. Donc, l'un dans l'autre, moi, je voudrais attendre de voir, bon, voilà ce qu'on reproche, est-ce que c'est prouvé, est-ce qu'on peut réellement se baser sur les éléments tangibles de preuve pour dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Bon, le reste, qu'il soit ainsi ou qu'il ne soit pas ainsi, bon, je vais encore le dire une fois, ça ne fait pas partie des droits de l'homme. Et donc, ça devient un problème de tous les jours. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'on peut coller ça, ou du moins que cela, c'est-à-dire que stricto sensu, cela peut, comment je vais dire, cela ne suffit pas pour mettre le reste des commissaires, comment je vais dire, sur le même banc et dire, bon, qu'en serait-il des autres? Est-ce que, toutefois, il est réel. Donc pour vous, ça n'entache pas la crédibilité ça n'entache pas la... On ne peut pas dire que ça n'entache pas, mais dans tous les cas, nous sommes des êtres relativement progressistes et on est amené à faire des pas en avant. Si cela peut amener maintenant à veiller encore beaucoup plus à la qualité des personnes que nous allons dorénavant choisir, enfin, à l'avenir choisir pour... Ils ont un mandat, je crois. Donc, des personnes qu'on va choisir pour constituer et à y voir de plus près en termes de procédure, dans le fonctionnement, dans les attributs du président, qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il y a des organes de contrôle entre-temps au niveau interne pour voir est-ce que tout ça suit. Maintenant, s'il n'y a pas tout ça, ça veut dire que quelque part, si on a été un peu laxiste, je ne sais pas si c'est aux membres de la commission, il faut s'en prendre parce que je suppose que c'est eux qui ont eux-mêmes élaboré leur mode de fonctionnement et de gestion. Donc, quelque part, il y a eu des choses auxquelles on n'a pas fait attention et ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, moi, je vais tout simplement attendre de voir l'issue du procès. Est-ce que ça va s'avérer? Bon, l'issue du dossier, peut-être que le procès n'est pas garanti. Ah bon, on peut aussi le dire comme ça, l'issue du dossier. Est-ce que ça va s'avérer vrai ou pas? Maintenant, il faudrait néanmoins que la vie si je peux l'appeler, de l'organisation ou de l'institution puisse continuer. Et c'est pour ça qu'il y a un vice-président. Donc la vie de l'institution doit continuer. On a saisi les tribunaux, que les tribunaux fassent leur travail. Ça prendra le temps que ça prendra, évidemment, parce que le temps de la justice, c'est quelque chose. Donc l'institution doit continuer par fonctionner et que bon, cela, c'est un incident je suppose, de parcours. Ça nous permet d'être plus vigilants à l'avenir et de savoir quel choix il faut faire. Donc, et rappeler aussi aux autres membres que ce qui est arrivé à l'autre peut les arriver aussi. Donc, ils ont encore un devoir de plus d'exemplarité dans leur fonction. Donc, que la vice-présidente qui, par intérim ou deviendra présidente, aussi en tienne compte pour être encore plus rigoureuse envers elle-même et dans sa gestion. Oui, pour le moment, il faut toujours préciser qu'il est, M. Capotici est présumé innocent. Innocent, voilà. Oui, justement parce qu'il est présumé innocent, vous savez, comme les acteurs politiques ont l'habitude de le dire, il faut que véritablement, une instruction soit ouverte pour dire je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice. C'est pourquoi moi j'ai apprécié quelque peu la décision de la Cour constitutionnelle qui nous aura qui permettra de rentrer dans le fond. Parce que la Cour constitutionnelle ne va pas juger au fond, en fait, des récriminations à l'encontre du président. La Cour constitutionnelle va se confronter à vérifier est-ce que le règlement intérieur a été respecté, est-ce que la loi a été respectée, est-ce que les conditions, en fait, de la tenue de l'Assemblée générale ainsi de suite ont été respectées. Mais sur la base, pour ce qu'on lui reproche exactement, en fait, la Cour constitutionnelle n'a pas compétence, en fait, pour aller constater, en fait, des infractions. Donc, cela reste que, en fait, l'affaire reste en entier. Ce qui reste nous permettra, d'accord, c'est pourquoi je me suis dit, c'est vrai, ce n'est pas pour forcément incriminer le président, mais ça permettra
peut-être à terme de le dédouaner, pourquoi pas. Il faut que les institutions, les juridictions notamment pénales connaissent de l'affaire, titubent l'affaire jusqu'au fond pour que véritablement s'il n'est coupable de rien, qu'il s'en sorte indemne, mais s'il est coupable de quelque chose, qu'il soit frappé par la rigueur de la loi. En fait, c'est cela, en fait, aujourd'hui que les questions. La Cour constitutionnelle donne l'opportunité d'aller au fond, d'accord, pour apprécier véritablement ce que les commissaires ont reproché ou reprochent au président dans sa gestion. Oui, mais en attendant, il y a les affaires en cours. Je ne sais pas s'il y a un autre rapport, et ce que la loi dit par rapport Oui, je l'ai dit, les affaires en cours, ça se gère, c'est la vice-présidente aujourd'hui qui est aux commandes. Je vous ai dit, j'ai noté au cours de la semaine écoulée une activité de la CBDH avec une organisation à but non lucratif et l'institution a été représentée par sa vice-présidente. Maintenant, qu'en est-il de leur crédibilité? Forcément, ça entache quelque part l'image vis-à-vis des différents partenaires, que ce soit l'exécutif, l'Assemblée nationale, même à l'extérieur. Est-ce que ça peut avoir les deux facettes en fait? Ça peut être en fait ce qui s'est passé, si c'est avéré, ça peut être un gage de crédibilité en fait de la commission. Ça veut dire que quand ça ne va pas, on ne reste pas dans des copinages en fait pour couvrir les défaillances ou les fautes des uns et des autres. Et la loi a été taillée en fait. C'est pourquoi je disais tantôt, si en fait contrairement aux autres institutions, si les commissaires ont le pouvoir réuni à un certain effectif de destituer quelqu'un de son statut et de lui enlever même en fait le titre de commissaire, c'est qu'on a voulu conférer au-delà de l'autonomie financière et tout, il y a une certaine indépendance, une certaine autonomie en fait pour garantir l'impartialité de toute la. Donc pour moi, ça peut être en fait davantage un gage de crédibilité attaché à la commission pour dire bon, cette commission, nous avons l'assurance parce qu'il faut le rappeler, les membres qui sont dedans, ce sont vos représentants, un représentant des journalistes, un représentant des organisations syndicales, un représentant un magistrat ayant au moins 15 ans, un avocat ayant au moins 15 ans de profession, un médecin, non. En fait, c'est certaines personnes. Et la vérité, c'est pourquoi j'ai dit, en fait, c'est tellement ingénieux comment ça a été conçu. Lorsque vous êtes retenu pour poser, je ne sais pas, le mécanisme, vous êtes retenu. Lorsque les conditions, en fait, d'accord, ne sont pas réunies, les commissaires sont en mesure, d'accord, de vous révoquer parce que, en fait, les conditions de votre entrée n'ont pas été régulières ou respectées. Ça veut dire quoi? Selon, comment dire, on peut désigner peut-être quelqu'un ou la membre de la commission dit non, celui-là, il ne remplit pas les critères pour être membre de la commission. Non. Quel grade de crédibilité, quelle autonomie on peut encore accorder à une institution si ce n'est pas le cas? Et justement, c'est de ça aujourd'hui que les commissaires ont usé pour faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont estimé que la gestion du président de la commission n'est pas en adéquation avec ce qui devait être en fait l'orthodoxie de cette organisation. En fait, j'allais compléter pour dire que en fait, c'est même heureux déjà de savoir qu'il y a cette possibilité-là, cette possibilité même de contrôle, je vais dire, de légalité même, je vais dire. Mais qui peut être sujet à manipulation aussi. À l'interne. Oui, évidemment, c'est pour ça que nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons les autres instances pour juger de ce qui est fait dedans là. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Parce que, bon, sans tomber dans une certaine légèreté, si au sein de la commission, la tête de Mohamed Liamidi ne plaît pas aux deux tiers, ils peuvent s'arranger pour pouvoir. Évidemment, c'est des choses qui. Liamidi va faire jusqu'à ce que sa tête ne plaît pas. À deux tiers. Peut-être serait-ce un magistrat. Pour une commission de 11 membres. Oui, justement, peut-être est-il le poil à gratter de la commission, un magistrat rigoureux, taciturne. Moi, je veux même croire que cela est possible. Oui. Mais là, dans ce cas, il s'agira encore par les voies de recours d'examiner si ce qui est fait là, ça tient, c'est conforme ou ce n'est pas conforme. Et les tests permettront les règlements, la loi permettront de voir ça. Et à côté de ça, il y a le fait que, bon, après tout, ce n'est pas parce qu'il y a un incident de parcours qu'on ne va pas dire que l'utilité de la commission ne se fait pas ressentir ou bien que le travail que la commission devrait faire ne sera pas fait ou n'est pas nécessaire. Bon, je ne veux pas vous faire rire, mais dans ce pays-là, on a eu à entendre
que 39 ans plus un jour équivaut à 40 ans. C'est pas pour autant qu'on a dit le lendemain qu'on ne veut plus de la Cour constitutionnelle et que ça doit s'arrêter. Donc, je dis ça juste pour faire comprendre que ça peut arriver, c'est arrivé, mais le plus important, c'est de faire en sorte que, ou bien, chaque fois que ça peut arriver, qu'on soit assez vigilant pour arrêter ça, ou pour corriger comme ça a été fait là, ou à tout le moins, faire en sorte que désormais on soit plus vigilant sur comment dans le fonctionnement, aussi bien dans le fonctionnement que dans le choix des personnes. Oui, mais vous m'avez quelque peu déconcerté. 39 plus 1, ça fait bien 40. Non, 39 ans plus un jour. Plus un jour, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que précisez. Oui, 39 ans plus un jour équivaut à 40 ans. 40 ans. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, je suis pas l'auteur. On finit là-dessus. La CBDH, que peut-on espérer aujourd'hui? Vous l'avez déjà dit, que le procès, le contentieux soit vidé et que voilà, ceux qui restent fassent le job. Il y a, pour une jeune institution en plus, qui a grandi très vite, qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui pour eux? Pour une jeune institution qui a grandi très vite, elle a grandi très vite parce que le besoin était là. Et dans les commentaires, nous le disions que la CBDH est venue même trop tard d'une certaine façon. La CBDH est une commission qui devait voir le jour juste après la conférence nationale, donc depuis 91-92 en fait. C'était la volonté politique qui n'avait pas permis en fait de l'installer, de la créer. Vous savez, comme toutes les institutions, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de faille, et c'est ce qui fait en fait même le renforcement en fait des institutions, la force des institutions. Ces moments de faille, ces moments de faiblesse qui permettent de les éprouver d'une certaine façon. Et pour dire quoi, désormais, on sait que la Commission béninoise des droits de l'homme, ce n'est pas une commission dans laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez, comme bon, cela vous semble. Même de l'intérieur, même si on peut faire des reproches à l'extérieur, de l'intérieur, la force que les lois ont commis aux membres permettent en fait de faire beaucoup de choses pour la garantie de l'image en fait de l'institution. Je disais que ce qui s'est passé, ça peut écorcher l'image d'une institution, mais c'est encore un gage en fait de la crédibilité en fait de l'institution. Nous espérons que tout ceci passe en fait, que la CBDH retrouve ses lettres de noblesse. Moi, je ne ferai aucun procès à l'institution, quelle que soit l'issue, parce que le besoin est réel. La contribution jusque-là de la commission ont été des contributions pertinentes dans le sens de la protection, de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler un épiphénomène qui va passer très vite. Et donc, la commission retrouvera ses lettres de noblesse. Voilà. Je reste avec vous pour parler du deuxième sujet très rapidement. Il nous reste quelques minutes. On en revient encore. Peut-être l'avez-vous suivi tout à l'heure, le consultant politique dans Parlons Gouvernance. Nous n'avons pas parlé de cette question spécifiquement à la Cour constitutionnelle, mais par rapport, en considérant toutes les autres institutions où il y a cette réclamation des démocrates à être représentés coûte que coûte, Sénat, Conseil électoral, je ne dirais pas ANIP, l'audit règle peut-être la question. Est-ce que, comme les démocrates l'ont demandé, les institutions doivent être tributaires constamment du rapport de force politique? Je vous pose la question, on connaît la réponse du président de la République sur cette question. Qu'est-ce que vous, au-delà du cas même des démocrates? Le président de la République s'est fait, garant en fait des institutions de la République et c'est de son rôle. Mais au-delà de ça, il faut dire, vous savez, la vie d'une nation ne se résume pas à mouvance opposition. Et la configuration des institutions ne se résume pas à mouvance opposition. Mouvance opposition, on va continuer à en parler peut-être lorsque nous serons au cours des élections, mais lorsque l'on est au Parlement, en fait, d'une certaine façon. Encore qu'au Parlement, on ne parle même plus de mouvance opposition, on parle de configuration qui soit représentée. Pour la Cour constitutionnelle, pour ce qui a été évoqué, en fait, ça a été clair. La composition de la Cour constitutionnelle, selon en fait la même constitution, il n'a jamais été mentionné nulle part opposition, mouvance. Il a été mentionné, d'accord, les membres désignés par le bureau de l'Assemblée nationale et des membres désignés par le président de la République. Et donc,
sauf qu'on dise, peut-être, comment dire, l'adage populaire en droit, même si on n'est pas en droit, tout le monde le sait, c'est droit à l'est, c'est de l'est, c'est-à-dire quoi, la loi dure, mais ça reste la loi d'une certaine façon. L'opposition est très, comment dire, frileux par rapport au respect de la loi. On doit respecter telle loi, on n'a pas respecté telle loi. Quand elle en vient à poser, ces genres de propositions à la face du monde, je pense que, bon, en droit, ça pose véritablement un problème sur, je l'ai dit quelque part, sur, en fait, comment dire, la qualité, en fait, du personnel politique d'une certaine façon. Peut-être que, en fait, c'est des choses, je vous dis, peut-être sur le plan politique, c'est des choses qui se disent, peut-être entre les acteurs politiques, dans leur bureau, comme qui s'arrangent, en inbox, pour s'arranger sur telle ou telle chose. Mais ça ne peut pas, à une rencontre officielle, d'accord, mouvance, pas mouvance, président de la République et un parti d'opposition, qu'on en arrive à faire de telles propositions, je ne veux pas qualifier, mais c'est quelque peu indécente en fait, une telle proposition. Devant l'État, comme le chef de l'État l'a dit, de manipuler en fait les institutions à sa guise pour contenter X ou Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il s'agit pour le chef de l'État ou n'importe qui d'autre de vouloir contenter peut-être même des personnages ou bien de la mouvance, il peut manipuler. C'est-à-dire que dira l'opposition en ce moment-là, d'accord? Parce qu'on a même observé, j'ai noté en guise de réponse en fait que on dit bon que c'est parce que on ne savait pas qu'on était filmé. Bon, ça c'est autre chose, ça sort de l'ordinaire. Une rencontre comme ça qui ne va pas laisser de traces de trucs là, bon, ça c'est autre chose. Seconde chose que, en fait, ce sont des choses qui se font. On a même donné l'exemple des gens qui auraient démissionné de la Cour constitutionnelle pour aller à une autre institution. Mais je faisais partie de ceux qui... Il y avait une première démission à la Cour constitutionnelle. C'était... Simplice Dato. Pardon? Simplice Dato. Simplice Dato. Pour le président la dernière fois, on faisait partie de ceux qui avaient dit que normalement, c'est vrai que c'est permis dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, que en fait on devait procéder au remplacement. On a été de ceux qui avaient dit non, on devait procéder au remplacement pourquoi n'a-t-on pas fait? Rien n'empêchait qu'on le fasse. Mais le chef de l'État ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi? Oui, mais est-ce qu'il revenait au chef de l'État de le faire? Puisque celui qui a démissionné, il était désigné par l'Assemblée nationale. Donc pourquoi l'Assemblée nationale ne l'a pas fait? Ce qui suppose que, quel que soit ce qu'on peut y penser, ça peut être une décision isolée, encore qu'on est dans un contexte politique. Donc il ne s'agira pas de, bon, envoyer telle personne ici pour contenter. Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait la présidence de la Cour constitutionnelle ou bien voulait devenir, coûte que coûte, membre de la Cour constitutionnelle et qu'on lui a refusé. Il paraît même qu'on aurait même proposé un remplacement des gens qui ne se sont pas sentis intéressés. Donc, en fait, c'est quoi? Les choses qu'on peut s'admettre, d'accord, lorsqu'on fait des discussions privées, il faut éviter, en fait, que ça déborde sur la place publique. Parce que, comme le chef de l'État l'a dit, ça laissera de mauvais codes. Donc, travaillons à laisser de bons codes pour la République, de bonnes références. Lorsqu'on fait de ce genre de propositions, franchement, on sort carrément, en fait, des principes, en fait, de légalité, d'objectivité, pour poser des actes qui ne permettent que de satisfaire, non pas même un truc là, un intérêt républicain, mais de satisfaire les égos d'un groupe, je le dis comme ça. Parce que vous savez, l'intéressé qui a posé la préoccupation, d'abord l'humilité, vous l'avez dit, qui veut oser. Donc en le disant, c'est comme le dit chez nous, Canflan. En fait, c'est le disant. Et le chef du parti n'a pas voulu assumer, en fait. Il s'est arrangé pour ne pas assumer, dire que lui n'a pas entendu. Ça veut dire que ce n'était pas, comment dire, quelque chose de concerté. Et une dernière chose. Celui par qui la proposition est venue, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire quoi? Nous l'avons vu. Je ne sais pas si, en fait, nous l'avons vu, en fait, permettez-moi de rappeler son nom, puisque ce n'est plus un dossier caché. L'honorable Éric Ndoté, qui était, à un moment donné, une référence, un repère pour de jeunes acteurs politiques, parce qu'il faisait partie de ceux-là, de ces rares personnes au Parlement en ce moment-là, au moment de la refondation devenue tout là, qui, en fait, quand sa voix s'élève, en fait, c'est pour sortir la vertu,
les principes démocratiques, les principes de droit, comment on doit rester attaché au texte de la République. Et qu'on en vient aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui a pu passer dans le temps, qu'on en vient aujourd'hui à avoir une telle position parce qu'on veut telle ou telle chose. Véritablement, lorsque les gens parlent aujourd'hui, lorsque les gens portent en fait des opinions aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir au-delà pour dire est-ce que ce n'est pas une position du moment. Alors qu'en politique, ça ne devait pas être des positions du moment. Ça doit être en fait des convictions, de principes en fait qui s'accordent aux principes, aux valeurs de l'homme et de ce qu'il partage avec son environnement. Vous avez dit que vous ne savez pas, vous avez dit que vous ne savez pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Mais moi, je vais vous répondre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vous avez en face des gens qui ne croient pas en les institutions. Des gens pour qui la République, pour eux, la démocratie, ce n'est pas la force des institutions, c'est simplement des hommes dominants, des hommes qui s'imposent aux institutions. C'est ça que vous avez en face. Et ces gens-là, leur manière de réfléchir, c'est que dans la réalité, dans le réel, il n'y a pas d'institution, il n'y a que des hommes forts. Pour eux, le président de la République, il peut tout faire, il peut balancer tout à gauche ou balancer tout à droite, selon son humeur, selon qu'on veut contenter les gens ou selon qu'on veut faire des jeux politiques. Donc pour eux, les institutions, ça ne veut rien dire. Et ils ne croient pas en les institutions. C'est ça le problème. Ce qui fait donc qu'on en vient à des idées comme ça. Parce que s'ils croyaient en les institutions, pourquoi veulent-ils ou pourquoi pensent-ils qu'il faut forcément qu'il y ait quelqu'un dans ces institutions, aussi bien à la Cour constitutionnelle, à la Sénat, qui doit répondre d'eux pour qu'eux ils puissent croire en les décisions ou en ce que fera ces institutions. Parce que pour eux, c'est comme si c'est seulement s'ils ont quelqu'un à la Cour que la Cour pourrait prendre des décisions qui pourraient les rassurer. C'est-à-dire quoi? Quand la Cour, et on a déjà vu ça une fois, quand la Cour rend des décisions qui les arrangent, alors là, la Cour est bonne, ils applaudissent. Quand la Cour rend des décisions qui ne vont pas en leur faveur, alors là, la Cour n'est rien du tout. On peut traîner ça comme on veut. C'est ça le problème. Or, la démocratie, par principe, on peut définir ça comme la force des institutions. Et si nous avons en face des gens qui ne croient pas aux institutions, alors là, vous faites une idée claire de ce qu'ils sont. Et je vais vous dire quelque chose, hein, je ne vais pas trop tirer. Il reste une minute. Il arrivera un jour, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Albert Camus qui l'a dit. La bêtise insiste toujours. Et quand ils ont cru devoir dire aux députés qu'ils ont tout le temps appelé des godillots, d'aller changer les lois pour que eux, les intelligents, puissent venir remplacer les godillots, ils l'ont dit, mais les gens, vous n'avez pas trouvé que c'était grave. Alors là, c'est là déjà que la bêtise avait commencé. Donc, eux, les intelligents veulent venir remplacer les godillots. Ils ne sont pas en mesure de respecter, c'est-à-dire de se conformer aux lois votées par les godillots, au point donc de demander à ceux-là de changer les lois pour qu'eux, ils puissent venir les remplacer. Et comme la bêtise insiste toujours, ils en sont arrivés là maintenant. Et ce n'est pas que Houndété a proposé qu'on puisse retirer, soustraire, additionner quelqu'un au niveau de la Cour pour qu'eux, ils puissent entrer. Le président du parti, les démocrates, Bouniaï, parce que le président Talon l'a dit devant lui, et il n'a pas cru devoir nier qu'au niveau de la Sénat, qu'il ne veut pas qu'on puisse écouter le mandat du représentant de l'opposition désigné par la FCB qui est là-bas, mais qu'on puisse faire des ajouts, c'est-à-dire aller peut-être à 6 ou à 7. Et donc il arrivera un jour qu'au gré des mouvements d'opposition en face, on puisse aller à 10 ou à 20. C'est ça le problème en réalité. Donc des gens qui pensent comme ça, c'est-à-dire que pour eux, les institutions, ça ne vaut rien du tout. Ils ne croient pas en les institutions. Ils ne croient qu'en les hommes qui sont là-bas, qui peuvent déterminer la vie des institutions. Or, ça doit être le contraire. Et je vais vous dire quelque chose. La dernière chose. Moi, je ne serais pas surpris un jour que ces gens-là, parce que la bêtise chez eux ne fait qu'insister. Vous l'avez dit. Oui. Qu'ils aillent un jour demander au président de faire démissionner la vice-présidente pour que eux, ils puissent venir en place. Non, écoutez, c'est ça la suite. Puisque eux, ils parlent toujours au nom du peuple. Et donc, le peuple serait content. Et donc, ils vont se partager le pouvoir et tout ne va pas aller. Merci, c'est ça en réalité ce qu'ils sont. Merci, Julio Tometti. Je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique, et gérant du cabinet juriste et associé. Oui, bon, on a fini. Vous direz ça demain. Mohamed Yamidi, je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en communication éditoriale ou en communication éditoriale et digitale. Merci pour les échanges de ce soir, mesdames et messieurs. Nous allons nous en arrêter là. Demain, Julio pourra vous dire, vous gardez votre réaction au show. Demain, vous allez nous la servir. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre compte YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Twitter, notre compte X ETélé Live et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis.